La démocratie, je pars d'une réflexion toute bête de mon côté. En fait, c'est moi, citoyen, je vais faire entendre des choix. J'élis des gens pour qui moi je vote et qui ensuite vont voter des lois. Euh, Ces lois, les institutions de mon pays les feront respecter. Ça, c'est une démocratie qui marche bien pour que les politiques votées correspondent en fait à ce que j'ai exprimé comme vœu à travers mes choix politiques et mes choix de vote. Donc là, on est dans une sorte de cercle où si les choses marchent bien, à mes yeux, une démocratie qui fonctionne, ça pourrait donner ça. On voit en fait que quand ça fonctionne pas, ça, eh ben, on est en fait aspiré dans une sorte de tourbillon, d'accélérateur, qui fait que le citoyen n'a plus confiance dans le politique et que le citoyen, comme il n'a plus confiance dans le politique, devient lui-même destructeur de la démocratie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il ne s'engage plus, il ne vote plus, il est plus présent sur ses choix et donc il ne lui-même ne construit plus, n'est plus le bâtisseur de cette démocratie qu'on co-construit en permanence. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? On arrive à 1 à 1 balle au centre, mais les processus sont bloqués. J'ai l'impression qu'on en est un peu là aujourd'hui, un peu comme vous. Je suis allé sur un site qui c'est le Trésor en ligne de la langue française. Peut-être que vous l'utilisez, mais moi, je trouve que c'est toujours des choses assez justes et assez propres. Et en fait, qui parle de démocratie comme un gouvernement où le pouvoir est au peuple, un État qui permet l'exercice de la liberté des citoyens, un mode d'existence collective où il y a les mêmes avantages à tous, et un mode de vie où s'exerce une responsabilité collective. Et je trouve que dans ces définitions-là, qui ne sont pas des définitions nécessairement de philosophie politique, même si on pourrait les rattacher ailleurs, en fait, on a beaucoup de choses qui vont nous intéresser, moi, je trouve, pour questionner un petit peu le sujet. Si je prends juste ces quatre entrées, quand même, pouvoir par le peuple, je vais mettre un plus ou moins aujourd'hui, un. Et parfois, en fait, si je suis honnête, j'ai mis non sur ma feuille, hein. Mais voilà, un peu hésitant à tirer la radicalité. Euh, un État qui permet l'exercice de la liberté des citoyens. Là, je mets plus ou moins et c'est assumé. Un mode d'existence où on a les mêmes avantages à tous. J'ai plutôt tendance à dire non, hein. Un mode de vie où s'exerce une responsabilité collective. Là, en fait, je me dis non. Et donc, en écho, ça me fait dire, en fait, quand vous choisissez le thème de démocratie, vous tapez assez juste. Parce que sur un fondement essentiel de notre société, en fait, on voit qu'on est en déséquilibre sur plusieurs de ces points-là. Moi, je trouve ce sujet d'autant plus important moi, je suis père de trois enfants il y a quelque temps, j'ai fait une analogie entre, on a beaucoup parlé de dette climatique, vous savez, vis-à-vis des autres générations. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que, en fait, on avait une forme de dette citoyenne, un peu le constat d'une forme de désengagement politique, un peu latent. C'est caricatural et c'est à la hache à certains endroits. Mais une forme de désengagement politique qui fait peser finalement la tension politique et citoyenne et démocratique encore plus sur les générations à venir. Euh, et, euh, et voilà, il s'est passé quelque chose à la fin des années 80, début des années 90, entre la fin du politique, chute du mur, et discours autour de la fin du politique, la montée de la culture de la consommation. Et en fait, quand on parle de responsabilité collective, on a un peu abandonné, me semble-t-il, cette responsabilité collective. Et on s'est bien aménagé dans un certain confort en disant, en fait, on a nos représentants, on délègue véritablement cette responsabilité-là à nos représentants, comme l'évoquait Marilyn, et on est devenu un peu passif, spectateur d'enjeux politiques qui parfois étaient quand même assez technocratiques. Moi, je me souviens de débats présidentiels où ça a ergoté sur le taux de CSG. Et franchement, on n'était pas vraiment là. On pouvait dire effectivement que c'était la fin du politique. Euh, alors que, à quoi est-ce qu'on assiste aujourd'hui qu'on est vraiment face à un enjeu manifeste de lutte de pouvoir? En fait, il y a une lutte autour de la question de l'accaparement, je vais dire, de la société, des ressources et du monde par certains nombres, par quelques-uns, versus l'ensemble.
avec aujourd'hui en plus des moyens manifestes d'oppression, qui soient politiques, technologiques, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est dans une forme d'excès anachronique de compétition. C'est-à-dire que nos sociétés se définissent avant toute chose par la place qu'a pris la compétition dans nos sociétés. Aujourd'hui, on est dans une société où la valeur des choses et des biens est calculée à l'aune de qui a gagné la compétition. C'est-à-dire, c'est pas calculé à l'aune de qu'est-ce qui est produit, par qui, par quoi, etc., par un système de valeurs, mais juste à l'aune de qui est le gagnant. Et donc, en fait, on a basculé, et encore une fois, je fais un peu du macro et du méta, mais où l'enjeu, c'est de gagner la compétition, donc c'est de gagner contre quelqu'un, versus de gagner pour quelque chose. Et là, pour moi, il y a un glissement qui est assez tendancieux, c'est-à-dire que on a finalement répondu à cette question, on va dire classique, de la fin désormais prime sur tous les moyens qui sont utilisés. Et en fait, c'est absolument délétère, moi, me semble-t-il, dans le contexte actuel, c'est que finalement, vu que le but c'est gagner, on utilise des moyens qui passent aujourd'hui beaucoup par, on simplifie à outrance les choses pour gagner. Mais quand on simplifie à outrance les choses pour gagner, voire on les caricature, on les détourne dans cette simplification. C'est-à-dire qu'on est en train de fuir une complexité qui caractérise aujourd'hui plus qu'hier encore notre société ou nos sociétés. Et pour moi, je positionne cette complexité à plusieurs endroits. Il y a la complexité qui est liée au fait qu'on a des interactions humaines à travers des interdépendances humaines à travers l'ensemble du globe, mais aussi on comprend mieux, on a pris conscience aujourd'hui mieux qu'hier qu'on a nos interdépendances et avec l'écosystème, l'environnement avec lequel on vit. Donc, on est en train de prendre conscience de cette complexité progressivement, et je pense qu'on est encore loin de la prise de conscience globale de tout ça. Mais parallèlement, on est en train de simplifier les discours. On simplifie les discours, on les radicalise parce que la simplification est une forme de radicalisation dans tous les cas. Je vais y revenir. L'information est de plus en plus réduite, l'information est de plus en plus accélérée, alors même que la complexité, la conscience de la complexité est plus grande. Et ça génère pour moi dans tout ça, en fonction de là où on part et d'où on attrape l'information, une forme de surpolarisation des choses, de l'attention qui vient abîmer les liens. Et abîmer les liens, pour moi, c'est complètement contradictoire avec les enjeux profonds de notre société tels qu'on en a conscience désormais, qui est celle de l'interdépendance. On est de plus en plus interdépendants les uns des autres. La société, on comprend sa complexité, allez, on est de plus en plus interdépendants et on est en train d'abîmer les liens par les moyens qu'on utilise pour gagner cette compétition. Et donc, par rapport à ça, j'essaie de tirer le fil sur quels sont les moyens d'action. Et bien évidemment, j'aurais aucune prétention à voir la solution parce que c'est complexe et parce qu'on est interdépendant. Donc, discutons. Mais pour moi, il y a un enjeu à remettre profondément du débat, de l'écoute et du désaccord et assumer du désaccord dans nos sociétés pour aller dans la complexité. Ça veut dire que il faut prendre une sorte de contrepoids, contre-pied à tout ça. Il faut aller vers la lenteur. Il faut assumer d'aller vers de la lenteur. Il faut assumer d'aller vers du complexe. Il faut assumer d'aller vers du lien quand on pense notre démocratie, quand on travaille notre démocratie, de la construire par le lien plutôt que par le seul chemin de comment gagner la compétition. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez fondamental. Il y a une bataille culturelle qui va peut-être pas se gagner sous l'espace de 2 ans, qui va peut-être pas se gagner sous l'espace de 7 ans, mais qui a un chemin long, mais en fait qu'il faut prendre dès maintenant parce que plus on tarde, moins on va le faire. Quand je dis prendre dès maintenant, en fait, il y en a déjà qui sont déjà en action et vous en êtes une preuve à votre manière. Mais pour moi, quand on parle de slow food. J'ai entendu dernièrement slow art. On peut avoir du slow media d'une autre manière. On peut travailler à la démocratie, une forme de démocratie par le lien. Il y a aujourd'hui plein de formes de méthodes, d'approches qui se mettent en place ici pour créer du débat entre des gens qui se connaissent pas et qui ont rendez-vous dans un parc autour d'une question. On peut trouver d'autres formes de liens et qu'il s'agit de multiplier. Et ça signifie avant tout, pour les uns comme pour les autres, c'est en fait arrêter de se dire, arrêter la passivité, prendre du temps et en fait ça fait du bien. Voilà, moi je vois la démocratie plutôt comme un rapport à la société et je trouve que les définitions elles nous l'ont bien posé. Un rapport à la société qui passe beaucoup
par l'attention qu'on a aux liens, par l'écoute et par la discussion entre les uns et les autres. C'est le point de départ. Et pour ça, il faut prendre l'attention à nourrir ça et à l'arroser. Par-delà l'enjeu strict de gagner une compétition. Mais nous avions posé à Nantes une question en préambule. C'était par rapport à la masse d'informations dans laquelle nous sommes, est-ce que la démocratie est vraiment en danger? Oui, parce que je suis entièrement d'accord que le journalisme, et moi je l'entends comme ça, il va nourrir la réflexion, il va en informant de façon la plus objective possible, mais aussi parfois en rappelant bien quels sont les piliers de notre société et sur quoi s'est fondée notre société, eh ben, on interroge à chaque fois la démocratie et on nourrit le lecteur en lui donnant des éléments. Mais quand on passe d'une presse qui essaie de faire ça, je ne dis pas qu'on réussit tout le temps, hein, on est des petits artisans et on remet l'ouvrage sur le métier chaque jour. Donc il y a des jours ça se passe mieux, des jours ça se passe moins bien. Mais quand même, en parallèle à ça, il y a une presse d'opinion, de gens qui se servent de la presse pour servir leurs intérêts, pour faire passer leurs idées. C'est une autre approche et c'est plus vraiment de l'information. On est sur j'ai même pas de mots, enfin on martèle les mêmes infos, on se sert de l'info pour porter une idéologie. À partir du moment où le politique décide, lui, d'agir comme ça, c'est exactement comme Trump quand il empêche certains médias de venir aux conférences de presse, c'est la même chose. Donc là, on empêche les médias de travailler. Donc, à partir de là, le média doit essayer de reconstruire pour trouver tous les pôles d'infos. Donc, oui, on essaie de le faire, mais il y a quand même beaucoup de vents contraires. Et on est obligé de dénoncer la fameuse loi du plomb. Et vous vous souvenez ce qui s'est passé? On a un Parlement qui doit débattre de ce sujet hyper important qui nous concerne tous sur ce qu'on va manger demain, en clair, puisqu'il s'agit beaucoup de l'agriculture. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce texte n'a pas été discuté, motion de rejet, et ensuite il sera discuté entre 5, 6 personnes. C'est de la démocratie vraiment confisquée. Donc à partir de ça, la presse peut le dénoncer, mais c'est tellement récurrent que, voilà, vous voyez, on est un peu les empêcheurs de tourner en rond. Et on l'a vu se faire très, très, très doucement avec plein de ballons d'essai. Tout ce qu'on a perdu globalement, nous, citoyens, société, de façon très globale, on l'a perdu à travers on a perdu beaucoup de liberté. Vous vous souvenez, les Nantais, c'était chez vous beaucoup et à Rennes que ça s'est passé sur la répression des manifs. On l'a vu lorsque on a vu les droits bafoués sur les migrants. Donc ça, c'était vraiment aux années 2015. On a vraiment observé. Et déjà à l'époque, les gens qui étaient très engagés disaient, vous savez, tout ce qui se passe aujourd'hui contre les migrants, demain, ce sera de façon beaucoup plus générale contre la population en général. Et en fait, oui, c'est ce qui s'est passé sur le non-respect de textes votés auxquels ces gens auraient eu droit, mais sauf que voilà, le gouvernement qui avait voté ces mêmes lois empêchait qu'elles soient appliquées ou faisait en sorte qu'elles ne le soient pas. Donc tout ça, c'est monté crescendo. Comment cette montée a pu se faire aux États-Unis, comment ça a pu se faire dans pas mal de nos pays voisins, je pense à la Hongrie. Globalement, on arrive un peu partout avec cette même déliquescence, globalement, de la démocratie. Quand on fait ces constats, sans doute on est nombreux à penser qu'une piste de solution, c'est celle-là, de cette société citoyenne qui se réveille, qui se mobilise, qui fait des choses à petite échelle, qui prend le temps. Et en même temps, comment est-ce qu'on peut tirer ce fil pour que ça devienne réellement concret et que finalement, ça ne s'éteigne pas à force d'essoufflement parce que cette compétitivité reprend tout le temps le dessus, quoi. On est, on est sur le fil de deux choses. C'est grosso modo, on bascule en mode Moyen Âge, si vous me passez l'expression, mais avec un truc
un peu obscurantiste, l'accaparement très fort de moyens de pouvoir, une concentration à plusieurs niveaux, économique, politique, technologique, etc. Donc il y a ce risque-là. Après, moi, j'avais fait réviser il y a quelque temps la période des Lumières à ma fille au collège. Et, euh, et en fait, c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant de voir tout ce qui s'est passé. Alors, c'est sur d'autres échelles de temps, etc. Mais en fait, tout ce qui a donné derrière la révolution, ce genre de choses, ce sont plein d'initiatives partout, à toutes les échelles, au niveau scientifique, au niveau artistique, etc., qui se sont multipliées partout et qui ont généré à un moment une bascule. Et moi, ce que je sens aussi actuellement, en tout cas, voilà, et à ma modeste échelle, c'est qu'en fait, il y a plein de choses de cet ordre-là qui existent. Il y a plein d'initiatives, il y a plein de tentatives, il y a plein de recherches, il y a plein de connexions. Et pour moi, il y a un enjeu de les renforcer, de les accélérer. Cette toile de fond aussi qui est extrêmement puissante, qui est sur un autre rythme, mais qui est en fait d'une toute autre densité aussi, parce que c'est pas quelques-uns qui tiennent et qui asservissent les autres d'une certaine manière. C'est des gens qui se responsabilisent, qui se mobilisent. Et là, il y a de l'énergie. Et moi, je pense que le souffle, il va plutôt aller Je grandissant. pense qu'il y a aussi ce souffle, mais je crois que l'État est organisé de telle manière qu'il n'en veut pas de ce souffle et qu'il fait absolument tout pour le faire taire. Et ça, on le voit dans plein de dossiers. Je prends juste un exemple qui me vient à l'esprit. Je suis les fameux Jeux Olympiques Alpes 2030, et en fait, bah, il n'y a pas eu de consultation citoyenne du tout. Et il y a un mouvement terrible c'est très très dur d'avoir des infos, tout est complètement verrouillé à l'intérieur. Et ces citoyens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'arrivent même pas à se faire entendre auprès du tribunal administratif. Ils sont obligés de porter leur requête simplement pour être consultés, que les gens soient consultés. Eh ben, c'est devant le comité d'Arus, devant l'ONU, un comité de l'ONU pour être écouté en France. Marilyn semble mettre en avant un lien obligatoire entre démocratie et élection. Julien ne parle absolument pas de l'élection dans les définitions de la démocratie. Je trouve que c'est intéressant. L'élection, ça veut dire le choix, et l'élu, c'est le choisi, et donc il devient l'élite. Et je m'interroge sur, et je pense que Julien a dit des choses qui semblent confirmer ça, c'est que les élus, les choisis, le sont parmi les pré-choisis, les élites. Donc moi, ça me pose un gros problème. Et ce que l'on dit, on parle de la démocratie est en danger. Et quand on dit ça, de quoi parle-t-on? On parle peut-être du mode d'élection, de son fonctionnement et pas de la démocratie elle-même. L'élection n'est plus reconnue aujourd'hui par une majorité de nos concitoyens. Il y a un taux d'abstention phénoménal et donc la question n'est peut-être pas du comment faire pour que les citoyens votent, mais est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres moyens d'expression de la démocratie. Alors Marilyn, à propos du commentaire de Julien, dit que l'État, en fait, ne veut pas de ce fameux souffle qu'évoque Julien à propos de toutes ces initiatives qui sont des initiatives locales et où il s'agit de faire de la connexion. Et moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que nous, si nous voulons de la démocratie, c'est que nous nous engagions au niveau local et que toutes les initiatives locales se connectent les unes aux autres. Et donc, il s'agit de faire de la connexion. Et à un moment ou à un autre, le gouvernement, qui le veuille ou qui ne le veuille pas, il sera confronté à ça, à cet état de fait. Donc, on n'a pas besoin d'attendre la bénédiction du gouvernement pour avancer. Le citoyen destructeur de la démocratie parce que le citoyen ne vote plus et lâche l'affaire, c'est un sujet. Il me semble avoir entendu à une époque que Jacques Chirac, sur sa dernière élection, avait été élu au final par 12% des Français. Quelque chose de cet ordre-là, c'est quand même assez effrayant. Autre commentaire, enfin tout ça, c'est des choses qu'on a un peu évoquées, alors pas de façon peut-être aussi précise, mais une démocratie qui ne fonctionne qu'en croissance, rattachée à ce qu'a dit Julien, avec des valeurs, des choses choisies par les vainqueurs,
Donc, c'est un autre sujet. Et alors que, quelque part, même si, à titre personnel, je pense que le réchauffement climatique n'est plus le sujet aujourd'hui, on parlait de l'état des mers, MERS, pardon, actuellement, et je pense que c'est également très, très mal parti de ce côté-là. Euh, et je rattacherai ça aussi au choix de la lenteur, qui est un sujet qu'on a également évoqué il n'y a pas très très longtemps. Et on avait un raisonnement, pour nous les plus âgés, quelque part, assez antinomique avec les plus jeunes faisant partie de ce comité. Mais la question que je me pose, où est-ce qu'on va, quoi, et quelles sont les solutions? Les élections sont, à mon sens, une obligation démocratique. Mais comment est-ce qu'on la laisse entendre? Comment est-ce qu'on se fait entendre? Puisque l'Europe a essayé à un moment donné de pousser les pays vers le bulletin blanc, ce qui sous-entendrait un quorum quelque part. Mais quand on va quand on va dans un bureau de vote en France aujourd'hui, le bulletin blanc n'est pas à disposition. Si le citoyen ne l'amène pas, il n'y a pas de bulletin blanc. Et si on ne met rien dans l'enveloppe, le vote est considéré comme nul. Donc il est compliqué de chiffrer l'état d'esprit des citoyens qui continuent encore à C'est voter. souvent l'association démocratie et élection, qui est une des dimensions effectivement de la démocratie. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un enjeu qui est plus profond, qui est de faire renaître un souffle démocratique dans nos sociétés, quoi. Et en fait, qui faire renaître, c'est pas tout à fait vrai. C'est de continuer à attiser des choses qui existent ici et là, mais qu'il s'agit d'intensifier et d'intérêt pour la chose publique avant tout, d'engagement par rapport à la chose publique. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur les mouvements sociaux, les mouvements de contestataires, etc. Quand je travaillais faisais de la sociologie politique, c'est quelque chose qui est extrêmement important, qui va créer des connexions entre les sujets, qui va créer de la rencontre et créer des contre-pouvoirs. Moi, je préfère parler de gouvernement que d'État, parce que l'appareil d'État est plus contrasté que ça. Mais ceux qui sont à la pointe de cette élite-là, aujourd'hui, c'est les plus grands défenseurs de la compétition. Je suis tombée sur un article qui m'a beaucoup interrogée et j'aimerais vous passer mon interrogation. En fait, c'est un papier des Échos qui partait du travail de 3 chercheurs économistes, un de la London School, un de l'Université de Californie et quelqu'un de la Banque mondiale. Et en fait, la question qu'ils posaient de façon très claire est que la démocratie, ça ne peut marcher que quand il y a de la croissance. Parce que dès qu'il n'y a plus de croissance, dans un monde vraiment drivé par la finance, les citoyens, et on regarde aux États-Unis, par exemple, sur l'élection de Trump, les citoyens en ont ras-le-bol, veulent qu'on revienne à la croissance. Qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent un régime fort. Donc, ils sortent un peu du système et ils ont envie de quelqu'un qui va driver tout ça et les ramener dans cette fameuse croissance. Est-ce qu'il y a du vrai? Est-ce qu'il n'y a pas de vrai? Mais en tout cas, ce goût pour le régime fort, est-ce qu'il n'est pas en lien quelque part toujours avec cette financiarisation et puis ce prisme économique à travers lequel on lit aujourd'hui nos vies et nos sociétés? Pour ma part, je ne pense pas que démocratie soit associée à croissance nécessairement. C'est probablement plus facile de construire de la démocratie dans un système de croissance qui génère de la générosité que dans un système de rareté. Par contre, je pense que c'est encore plus intéressant d'avoir de la démocratie dans un système où on va penser de la décroissance et on va penser le partage, parce qu'on a besoin de collectifs encore plus à ce moment-là. C'est vrai, quand on observe, on se dit, bah ouais, c'est vraiment plus facile en termes de croissance. Mais dans le fond, autour de la finitude de la planète, l'obligation dans laquelle on va être, même si on n'arrive pas vraiment à anticiper ça, à penser la décroissance, est-ce que c'est pas là-dedans qu'il faut réinventer justement des mouvements de résistance, des mouvements de bifurcation, des mouvements de tout ça? Voilà, on sera face à une sorte d'effondrement et c'est là sans doute qu'il faudra reconstruire quelque chose. Mais comment le penser avant? Comment le mettre La en place? question du niveau du PIB, il y a sa croissance,
Et si on prend le cas des États-Unis, mais moi je pense que m'interroge aussi sur ce que ça peut signifier en France et ailleurs en Europe, c'est-à-dire que euh, est-ce qu'on n'est pas dans un moment de telle fragilisation de toute une partie de la population au plan économique et social, euh, ce qui est lié à la question de la croissance. C'est qu'effectivement, quand on a une évolution du pouvoir d'achat, des niveaux de vie, etc., ça semble effectivement la question de la redistribution est plus aisée. Donc sans doute que de ce point de vue-là, la crispation au plan démocratique est moindre. Quand on a aussi des crispations d'ordre culturel, social, etc., est-ce qu'on n'a pas quand même une plus grande difficulté à faire vivre la démocratie? Comment on ramène les citoyens à reprendre quelque part le pouvoir euh, et comment demain, et c'était l'objet quelque part du choix du comité de Nantes de s'intéresser à la démocratie, puisqu'il y avait de manière sous-jacente l'idée que si les sujets travaillés par les autres comités en France pouvaient s'exercer demain, il fallait déjà qu'on règle le problème de la démocratie et du fonctionnement de l'État. Si on réduit la démocratie à des élections, le fonctionnement et la vitalité d'une démocratie, c'est beaucoup plus large que ça. Et l'égalité qu'on a avec chacun un droit de vote, en fait, dans les autres pans de la société, on les a pas. C'est que l'un des maux principaux dont souffrait notre démocratie, c'est qu'il y avait moins de débats entre les gens. Il y a moins de confrontation d'idées les gens, on va en venir à un point qui moi m'intéresse, qui est la question des réseaux sociaux, qui a accentué le fait que les gens sont de plus en plus, ce qu'on appelle dans leur bulle informationnelle, dans leur bulle de filtre, etc. Donc c'est-à-dire qu'ils ont ils sont de plus en plus confrontés à une information qui est celle avec laquelle ils étaient d'accord au départ et de moins en moins confrontés à des avis divergents d'autres personnes, etc. Donc souvent on accuse un petit peu et je suis pas loin de le penser, hein, le fait que voilà, il y a les réseaux sociaux ont et Internet plus généralement. Hein, quand je dis les réseaux sociaux, c'est aussi par exemple voilà les médias auxquels on est abonné sur notre portable, les comptes Twitter auxquels on est abonné, les comptes YouTube, etc. Voilà, on suit quand même des choses qui sont voilà de notre opinion et après on a voilà l'algorithme qui nous recommande des choses qui vont dans le même sens et donc on n'est plus confronté à l'avis d'autres personnes qui pourraient un petit peu mettre de l'eau dans notre vin, tempérer et nous confronter à un petit peu la complexité des choses parce que voilà et les gens sont de plus en plus dans des avis de tout est blanc ou tout est noir et ce qui donne donc une radicalisation des pensées de chacun. Est-ce que il y a vraiment eu un changement si radical que ça avec l'arrivée d'Internet et des réseaux Ça a tout sociaux? changé, hein, les réseaux sociaux. Je suis entièrement d'accord. C'était vraiment, enfin, la violence de ces micro-réseaux, de ces micro-sociétés, c'est vraiment, ça a changé énormément, énormément de choses. On n'a plus le courrier des lecteurs, on n'a plus ces choses qui étaient constructives, qui étaient du débat. On pouvait ne pas être d'accord, mais là, aujourd'hui, c'est en 140 ou 160 signes. Et voilà, c'est formaté comme ça, dans un entre-soi. Et cet entre-soi, il va aussi, et je rejoins ce que disait, même si Julien, tu n'as pas prononcé le mot, c'est individualisme en fait. C'est que chacun est pour sa pomme et point final, Les quoi. réseaux sociaux, ils ont permis le printemps arabe, ils ont permis aussi beaucoup de choses. Il y a des formats euh, qui sont extrêmement concentrés, extrêmement réduits et qui laissent peu de place à la complexité et à cette lenteur, comme on a parlé plusieurs fois. Et donc, pour moi, il y a un enjeu à pouvoir contrebalancer par rapport à ça. Après, je pense qu'entre eux, les ados, ils discutent entre eux. Mais bon, voilà, parce qu'ils ont une vie sociale qui est quand même assez riche. Il y a quelque chose qui se développe aussi beaucoup aujourd'hui, qui est l'EMI, donc l'éducation aux médias, et j'ai oublié le I, mais qui est quelque chose qui est là pour apprendre à prendre un peu de recul. Je suis pas sûr, qui est quand même quelque chose de fond qui s'organise maintenant dans la société. Les réseaux sociaux, donc là j'en parlais d'un point de vue négatif, mais ils ont permis aussi ça. Ils ont permis le pire et le meilleur, quoi. Ce qui est hyper dangereux, c'est les terrains, les Bolloré, etc., qui vont créer des effets systèmes qui vont accélérer des choses et de la captation. C'est-à-dire que d'un bruit qui n'a pas de valeur,
peu de valeur, ils vont en faire une amplification qui va écraser tout le reste de l'information. Et c'est cette mise en système, moi, qui me fait peur et qui, à contrario, manque de l'autre côté, parfois. Et que pour moi, il y a un enjeu à structurer du collectif autour de ce que j'évoquais, moi, comme bataille culturelle, qui passe beaucoup par les médias, mais aussi par une mise en système et une mise en résonance des acteurs qui interviennent et qui produisent plein de choses super avec plein de modèles, plein de formats, etc. Et comment on arrive à gagner de la puissance d'une certaine manière à travers ça. Je viens de travailler sur un groupe de militants qui s'appelle les Oui. Shifters. Donc les Shifters, c'est un mouvement associatif qui s'est monté pour aider à la transition écolo et surtout qui s'est monté en appui du think tank de Jean Covici. Ils ont commencé à 2, ils sont une trentaine, à peu près 30 000 aujourd'hui, fédérés en 57 groupes locaux. Il commence à y avoir des groupes à l'étranger. Il y a une vie intérieure de ces groupes qui est absolument incroyable pour ceux que j'ai vus en tout cas. Et je me posais la question de pourquoi ça marche, pourquoi ces gens se retrouvent entre eux, discutent, ils font des choses positives ensemble avec l'idée on va lutter, on va essayer de décarboner nos vies et de transmettre ce truc-là le plus possible autour de nous. Et ça crée des micro-communautés hyper soudés, sans doute parce qu'il y a beaucoup d'adversité et que c'est des gens qui ont une conscience écolo un peu forte et qui la retrouvent pas ailleurs, dans leur boulot, dans leur famille ou autre. Mais en tout cas, on a ces comités, ils sont hyper liés entre eux, ils font une université d'été, ils essaient de partager des trucs, ils ont un système Internet complètement dingue où on voit, je sais pas, il y a 50 ou 100 initiatives où on peut être bénévole et je me dis, là, vous me faites penser à ça sur une, euh, une sorte de voilà, d'organisation qui fédère des initiatives qui peuvent être différentes parce que le groupe de Brest ressemble pas au groupe de je ne sais pas où, parce que chacun a des combats un peu locaux, des approches qui leur plaisent à eux. Parfois c'est 50 personnes, parfois c'est 10, c'est très ouvert, mais en tout cas, ils ont créé un truc. Et j'avoue que j'ai été assez bluffée et je me suis dit, ben, ça peut marcher. Moi, la question que je me pose là depuis qu'on se parle, on est aujourd'hui avec trois blocs, les politiques sous le joug du pouvoir économique finalement, des citoyens qui sont soit en colère, soit désabusés, qui se désintéressent totalement de la politique ou qui au contraire se radicalisent complètement et qui crée quelque chose soit de totalement absent, soit de très violent. Et puis, ce qu'on prône là comme étant peut-être une solution d'initiative citoyenne, etc. Et ces trois groupes sont complètement étanches. Et comment est-ce qu'on fait pour que alors, est-ce que c'est soit une crise sociale majeure avec un effondrement dont Marilyn parlait un peu tout à l'heure? Est-ce qu'il faut attendre cet effondrement pour qu'enfin on puisse reconstruire quelque chose? Ou est-ce qu'on a un moyen de faire se parler ces trois groupes complètement On parlait étanches? des lumières tout à l'heure, et les lumières, quelque part, ont été génératrices de la Révolution française. Et je trouverais dommage que, effectivement, on arrive à la formule latine qu'ils avaient retenue à l'époque, qui était ordo ab chaos, c'est-à-dire l'ordre naît du désordre. Mais le problème de ce type de formule ou de ce type d'objectif, c'est que ça fait quand même énormément de dégâts. Ce qui est drôle, c'est que, en fin de compte, on a très peu parlé de démocratie en tant que système politique. Et qu'on tourne autour, c'est-à-dire par exemple, on parlait tout à l'heure de régime fort. Alors qu'est-ce que c'est qu'un régime fort par rapport à un régime démocratique? Est-ce qu'un régime démocratique n'est pas un régime fort, etc. Enfin, il y a plein de questions d'ordre politique dont j'ai pas les compétences, mais c'est des questions que moi j'aurais aimé qu'on débatte un peu plus. Par exemple, l'opposition aussi qu'il y a entre ces pays dits démocratiques dont on voit que
éventuellement cette démocratie, comme vous le dites, est en danger, avec des pays qu'on dit être autoritaires, euh, voilà, que vous connaissez. J'aurais aimé qu'on réfléchisse un peu là-dessus. C'est-à-dire, est-ce qu'une liberté dans des pays dits démocratiques, parce que ça a l'air d'être dit comme ça, hein, par exemple, ça a été évoqué par Marilyn au niveau de la presse ou même par Julien, donc cette liberté de la presse qui est comment dirais-je, qui est en danger, bon, et mettre ça en regard avec ce qui se passe dans un pays que je connais un peu plus pour y être allé un peu, en Chine par exemple, comment c'est vécu au niveau des gens, etc., etc. Est-ce que les mêmes problématiques rencontrées dans un pays dit démocratique ne sont pas les mêmes aussi qu'on rencontre dans un pays non, on va dire, non démocratique? Est-ce que, voilà, plein de questions de cet ordre-là. Est-ce que l'arrogance occidentale, par exemple, est-ce qu'il y a d'abord arrogance occidentale? Et si oui, de quelle façon fonctionne-t-elle et n'est-elle pas elle-même une, comment dirais-je, une problématique générée par une démocratie qui deviendrait arrogante, suffisante, quoi, et qui ne verrait pas ses propres difficultés, etc. Voilà. Et puis, ben, je terminerai juste par une chose qui est merveilleuse que vous devez connaître, c'est que c'est quelqu'un bon, qui est passé par Nantes, donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer. Vous connaissez Wajdi Mouawad, qui est le directeur de La Colline à Paris maintenant, mais qui a été pendant 3 ans en résidence à Nantes et qui est pour moi un des plus grands dramaturges contemporains. Et je vous invite, parce que ça a trait à notre débat, et je termine là-dessus, à voir son discours inaugural qui s'appelle L'ombre en soi qui écrit, et qui, pour moi, interroge aussi, donne un certain nombre de pistes sur nos réflexions à la problème démocratique de choses, c'est-à-dire un problème de représentativité, c'est-à-dire donc ça pose le problème du scrutin électif, majoritaire, etc., proportionnel. Et puis, il évoquait donc ce problème de représentativité et un problème d'efficacité, un problème de pouvoir non efficient. Voilà. On est allé sur le journalisme d'opinion, mais il faut quand même dire, et je pense que ça joue beaucoup, que le journalisme qui n'est pas d'opinion, bon, il y a toujours, enfin, on a une presse d'opinion en France, c'est une évidence, mais même ceux qui sont censés être pas d'opinion, c'est-à-dire pas Bolloré, pas tout ça, il y a quand même une voix, on va dire mainstream, qui, je pense, est problématique. Quand tu as toujours les mêmes invités, dans différents trucs qui disent la même chose, ça pose un vrai problème parce qu'il y a plein de choses dont on ne discute pas et dont on n'a pas pour lesquelles on n'a pas les infos, quoi. Sur l'intérêt, sur le désintérêt qu'il peut y avoir en termes de politique, c'est hyper compliqué de faire venir des gens. J'ai du mal à voir comment. Est-ce que il faut que ça vienne d'en haut, mais on voit bien que ça fonctionne qu'à moitié. Est-ce qu'il faut que ça vienne des gens, mais du coup, comment les gens doivent, ou comment, voilà, comment faire ça, quoi? Comment est-ce que les gens s'intéressent? Parce qu'il y avait cette question de l'individualisme justement dont vous parliez, Marilyn. Et cette idée des initiatives citoyennes, je suis complètement d'accord, mais il y a une espèce de plafond de verre à un moment et ça ne va pas plus loin. Et ça, par exemple, Occupy, qui était quand même normalement, on était quand même 99% à pouvoir se retrouver en tout cas dans les revendications qui étaient dans ce type de mouvement. Et pourtant, les gens passaient leur chemin. L'idée de la radicalité, alors je suis d'accord en soi sur le fait que bah oui, c'est toujours mieux d'être posé, d'être rationnel, etc. Toutefois, je pense que, par exemple, si on va sur l'élection de Trump, alors il y a plein de choses qui ont fait que Trump a été réélu, plein de choses que je n'arrive toujours pas à comprendre, mais enfin passons. Mais il y a aussi ce côté des démocrates qui étaient justement, qui ont oublié qu'en fait, parfois, il faut être un chouïa radical quand même. Radical, ça veut pas dire obligatoirement violent, ça veut pas dire obligatoirement grossier, ça veut pas dire vulgaire, ça veut juste dire on a des idées, on les défend jusqu'au bout et on n'est pas dans l'espèce d'eau tiède. Et je pense que ça, c'est malgré tout un problème, même si je comprends l'idée effectivement, bien sûr, de la raison et d'être raisonnable. J'aime bien cette question de l'arrogance, la question de l'arrogance occidentale, où
en fait, se poser la question de quelle est la densité démocratique entre le discours qu'on peut avoir à l'extérieur et quelle est la réalité de nos démocraties. Moi, en introduction, j'étais quand même un peu relativiste et les propos de Marilyn sur le positionnement de l'État ou du gouvernement pour faire vivre vraiment une démocratie, on peut s'interroger sur la densité de notre système démocratique réellement. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose là. Moi, j'entends bien la question de la radicalité. Moi, ce avec quoi j'ai du mal, c'est quand ça devient idéologique. Et là, à ce moment-là, on a un vrai problème parce qu'en fait, on est plus au bon point, on n'a plus le débat. Ça veut pas dire encore une fois de la violence, ça veut pas dire de l'idéologie et fermer le débat, mais mettre de l'attention sur des points qui comptent, c'est important. Mais en fait, c'est de renverser un petit peu le champ des idées qu'on va penser. Donc mettre de l'attention, c'est aussi faire bouger. Là, on va mettre de la pensée. Et je peux pas terminer, excusez-moi, je suis trop long sans. Alors sur l'école, on pourrait discuter très longtemps sur la question des artistes, moi qui me semble absolument fondamentale pour pouvoir soutenir tout ça et pour pouvoir inspirer tout ça et donner du souffle à tout ça. Pour moi, les artistes, c'est de l'avant-garde, en fait. C'est ceux qui, avant même qu'on arrive à reprendre les choses sous forme de pensée et d'idées et de propositions, ce sont ceux qui sentent la société, qui arrivent à nous restituer des pans sous la peau sans passer par des circuits analytiques. Et personnellement, je sais que dans mon organisation, dans mon fonctionnement, moi, j'ai sûrement déménagé mes bureaux. Je voudrais pouvoir mettre mes bureaux au milieu de résidences d'artisans, des choses comme ça, mais des gens qui font et qui bousculent et qui nous, voilà. Et je pense que c'est Il y a essentiel. énormément encore à creuser et que chaque question et chaque réponse redemande voilà, à avancer et à essayer d'aller plus loin. En fait, bon, ce sujet, il est tellement compliqué, mais il est tellement central que voilà, on ne viendra certainement pas à bout en une soirée. La radicalité, je comprends tout ce qu'on se dit autour de tout ça. On voit bien que quand même c'est en train d'émerger dans certains milieux et que ça ne demande que voilà à exploser parce que oui parce qu'il y a trop de mépris, il y a trop de choses qui vont pas et enfin ce que je retiens parce que c'est ce que je trouve de plus constructif ce soir, c'est comment fédérer, comment à partir de mouvements locaux réussir à fédérer. On voit bien ce que disait Louisa, on a du mal à faire venir. Bah oui, parce qu'en fait, faire venir, c'est facile quand on est en contre. Quand c'est simplement pour construire et pour créer, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, comment faire pour amorcer cette première phase qui ensuite pourrait permettre d'avancer encore plus?